L'activité métallurgique dans la région, il y en a toujours eu dès l'Antiquité, puisqu'on a retrouvé des minières, des trous de mines, on a retrouvé des scories, qui sont les déchets de la fabrication de la fonte et du fer dans les bas fourneaux d'abord. À l'origine, ce qui se passait, c'est qu'on fabriquait le fer dans des bas fourneaux. On ne les appelait pas bas fourneaux par leur taille, mais par la température de fusion. C'était 900 degrés et on obtenait directement du fer, mais quelques kilogrammes seulement. Et avec l'avancée des techniques, dans la région, à la fin du XVe siècle, on commence à voir arriver des hauts fourneaux où on peut monter la température à 1600 degrés, faire de la fonte et ensuite affiner. Ça, c'est des méthodes qui nous viennent d'Allemagne. Et à partir de ce moment-là, on a vu apparaître d'autres grandes forges dans la région. Pour les plus anciennes du XVIe siècle, essentiellement fin XVIIe siècle pour la majorité d'entre elles, et les dernières créations étant du XIXe siècle, mais c'est des créations assez éphémères, et toutes s'arrêtent de fonctionner avant 1885. Donc avant la forge, avant que la digue ne soit construite, à la confluence du Don et de son affluent le Petit Don, il y avait un moulin à grains qui existait, qui a été ennoyé ensuite par la création de l'étang, et ce moulin servait pour les paysans. Donc le site de la Forge Neuve, c'est un site qui fonctionne comme toutes les usines à fer, puisqu'à l'époque on appelait ça une usine à fer. Elle date de la fin du XVIIe siècle. La construction a été entamée en 1668, puisque le prince de Condé, qui était baron de Châteaubriand, a passé un contrat pour faire construire cette forge et mettre en valeur les bois de sa baronnie. Alors ce personnage-là, c'est l'un des principaux seigneurs du royaume, c'est le cousin de Louis XIV. Alors il avait l'habitude de vendre du bois pour des gens qui possédaient des forges, et donc ça lui rapportait pas mal d'argent. Et alors il ne connaissait pas forcément grand-chose aux techniques lui-même, mais c'est son conseil qui lui a donné l'idée de construire une forge et de profiter directement des revenus. Donc à partir de ce moment-là, il a passé contrat avec un technicien qui s'appelait René Saget, qui était aussi marchand à Redon et à Rennes. Et Saget s'est associé avec des banquiers rennais pour construire la forge, dont l'exploitation démarre en novembre 1670. On n'a aucune information sur la construction en elle-même. On ne sait même pas si la forge était complètement construite quand l'exploitation a commencé. Et tout simplement parce que la période du début de l'activité a été assez compliquée. Les personnes qui avaient passé contrat avec le prince de Condé ont sous-loué la forge à d'autres personnes. On ont tiré des revenus par eux-mêmes. Il y en a un qui a fini emprisonné. On n'a pas forcément toutes les archives. Donc pour la construction, la carrière de la Bourdinière, qui est à peu près à 1 km d'ici, a été ouverte. Ce qui explique la couleur bleue des bâtiments, puisque c'est de la pierre de schiste. Donc dans les hauts fourneaux, pour fabriquer la fonte, on utilise à la fois du charbon de bois, le minerai de fer et la castine, cette pierre calcaire qui se trouve ici. Pour le fonctionnement de ces ateliers, il est nécessaire de transformer une partie des forêts en bois. Donc à peu près 375 hectares de forêt étaient transformés en bois à l'année pour le fonctionnement des ateliers. Donc on commence par construire ce barrage, ici, pour créer une retenue d'eau, et l'eau canalisée va ensuite faire fonctionner les différents trous des ateliers. Le premier atelier ici, c'est un haut fourneau à double cuve dans lequel on va charger du minerai de fer, du charbon de bois et un fondant calcaire qu'on appelle de la castine. On monte le tout à 1600 degrés et on coule ce qu'on appelle une gueuse de fonte. La fonte, c'est cet amalgame de métal un petit peu pâteux, chargé en carbone, qui a deux destinations. Soit on va la mouler pour faire des objets, soit on va la garder sous forme de gueuse, sous forme de barre. Et cette barre va ensuite être retravaillée dans le second atelier, l'affinerie. L'affinerie, c'est un atelier où il y a un énorme marteau qui va venir expurger tout le carbone qu'il y a dans cette gueuse de fonte. Cette opération d'affinage permet de transformer la fonte en fer. Troisième atelier, ce qu'on appelle une fenderie, où on va fendre le fer obtenu en barres qui font toutes la même taille et le même poids. Et ça, c'est l'essentiel de la production de cette forge, hein, ces fameuses baguettes de fer fendues qui servent ensuite pour la construction.
Pour faire fonctionner ces 3 ateliers, évidemment, d'autres bâtiments sont nécessaires. Déjà, pour stocker le charbon de bois, c'est assez volumineux, ça prend de la place, donc on construit des halles à charbon. Le bâtiment qui est ici, c'est la halle à charbon qu'on appelle la halle au fourneau, puisqu'en fait c'est un charbon assez gros qui va être utilisé dans le haut fourneau. La halle qui se trouve ici, c'est la halle où on entrepose le menu charbon qui va servir dans la finerie ainsi que dans la fonderie. Au centre, on va trouver un entrepôt, un magasin, où on va stocker les produits finis. Et on va avoir un peu partout autour des maisons qui vont servir alors, pour des choses un peu plus administratives. On va trouver des gens qui font la comptabilité, qui tiennent tous les registres de ce qui est vendu. Les gens, d'ailleurs, il y a une clientèle locale puisque la forge produit du matériel agricole, hein, donc la clientèle locale venait aussi retirer directement les produits sur place, donc il fallait pouvoir avoir ce magasin qui permettait de stocker. Et autrement, on a des maisons, puisque les ouvriers sont logés sur place, dans toutes les petites maisons qu'on voit ici. Donc il y a un village ouvrier, avec des maisons qui font toutes la même taille, la même surface. Nous sommes devant la halle d'affinerie. Donc, par ce sentier, enfin, arrivaient les mulets. Ce charbon de bois arrivait à dos de mulet, à peu près 3 sacs par animal. Ici, on chargeait par le haut. Donc, vous avez ces lucarnes. Donc, c'était à ciel ouvert. Et on déposait les sacs au-dessus. Et on pour le ravitailler ensuite les ateliers, on tirait les sacs et on les transportait directement aux ateliers. Pour le transport de ce charbon de bois, il y avait 407 chevaux qui faisaient partie des ateliers. Et il y avait entre l'affinerie et la fonderie, vous aviez une maréchalerie qui permettait justement de ferrer ces chevaux pour le transport de cette marchandise, on va dire, ou de cette matière première. L'étang, il a été construit pour barrer une rivière qui s'appelle le Don. Donc le Don continue à couler ici. Sous le pont, le sol est pavé. C'est ce qu'on appelle les bourbiers, c'est l'endroit où on allait laver le minerai de fer avant de le fondre dans les hauts fourneaux, pour le débarrasser de toutes les impuretés de la terre. Voilà. Et le chemin qui passe ici, hein, on voit il y a des mulets qui sont dessinés, c'est le chemin des muletiers, où justement les mulets venaient décharger tout le charbon de bois dans la halle au fourneau qui se trouve ici. Alors nous sommes à l'arrière de la halle au fourneau. Les mulets arrivaient par ce sentier et on les déchargeait de leur monture, on va dire, qui était tout simplement du charbon de bois, pour mettre les sacs toujours par le dessus. On faisait très attention au charbon de bois parce qu'il ne fallait pas qu'il s'effrite de trop. Il fallait garder des gros morceaux pour la montée en température des hauts fourneaux, puisqu'il fallait atteindre près de 1600 degrés à l'intérieur des hauts fourneaux. Donc ensuite, une fois passé dans l'atelier d'affinerie, la gueuse de fonte était saisie par ce qu'on appelle des affineurs. C'est-à-dire que chaque ouvrier avait son métier. Donc les fondeurs travaillaient dans les hauts fourneaux, ils étaient en général fondeurs de père en fils. Même chose pour les affineurs. Donc les affineurs travaillaient avec ces grandes pinces, et c'est à l'aide de ces pinces qu'ils saisissaient la gueuse de fonte, qui ensuite était frappée par un marteau comme celui-ci, sauf que le marteau qu'on voit ici, c'est un tout petit modèle de la fin du 19e siècle. On a acheté ce modèle-là parce qu'il fallait le faire rentrer dans le musée, mais le modèle initial était 5 à 6 fois plus gros, évidemment. Donc c'est un marteau pilon, en fait, hein, avec son enclume. Et la force de frappe de ce marteau permettait d'enlever tout le carbone qu'il y avait dans la gueuse de fonte. Donc dans la fonderie, pour pouvoir produire des barres de fer qui ont toutes les mêmes dimensions et le même poids, on utilisait ce genre de balance, hein, qui était un fléau. Et celui-là est d'origine, c'est vraiment la balance de la fonderie de la Forge-Neuve qui est encore datée ici, on le voit 1736, donc qui est dans nos collections depuis l'ouverture du musée.
Donc ce type d'outillage, parce qu'on a des outils assez divers, hein, ce type d'outillage n'était pas forcément utilisé dans la forge, mais c'est important quand même, puisque ça c'était la pioche du mineur, avec laquelle donc, justement le mineur allait récupérer les blocs de minerai de fer. Et le minerai de fer utilisé ici venait essentiellement d'Abaret et la Meillerie de Bretagne. Donc, même chose à l'extérieur de la forge, on produit aussi le charbon de bois. Donc le charbon de bois est produit en forêt essentiellement, et le charbonnier travaille avec ces outils-là pour ramasser le charbon une fois qu'il a été fabriqué. Alors, pour faire son charbon, il va construire ce qu'on appelle une meule, une fouée dans le parler local, avec les différents branchages qui sont apposés sous forme de meule comme ici. Le feu est mis au milieu, l'ensemble est recouvert de mottes de terre et d'herbe, et le charbonnier surveille, on va dire, la cuisson pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, à l'aide de ces outils, il peut récupérer le charbon de bois. Les clients principaux de la forge étaient soit des agriculteurs de la région qui venaient retirer l'outillage, et sinon c'était des forgerons qui venaient récupérer les grandes barres de fer et qui s'en servaient pour faire des rampes d'escalier, des rambardes de balcon, des garde-corps. Et ça servait surtout à la construction à Nantes. Il y a eu des boulets de canon, mais uniquement les boulets, pas les canons, parce que le fer n'était pas assez solide pour fabriquer les canons en eux-mêmes, mais on fabriquait quand même les boulets pour la marine. Les métiers étaient très variés parce que chaque profession était spécialisée, déterminée et hiérarchisée. Donc il y avait une cinquantaine de permanents sur le site. Mais si on ajoute toutes les personnes qui travaillaient à l'extérieur pour fournir le minerai, le transporter, fabriquer le charbon de bois, suivant les périodes de l'année, parce qu'on ne fait pas forcément du charbon de bois toute l'année, ça pouvait vite monter à plusieurs centaines de personnes. On retrouve tout le temps les mêmes noms de famille d'ailleurs, puisque la transmission du savoir-faire se fait de père en fils. Par exemple, la famille Vavasseur, c'est des affineurs. C'est des affineurs à Moidon, mais c'est aussi des affineurs aux Forges des Salles dans le centre de la Bretagne. Parce qu'ils bougeaient de forge en forge, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Alors le maître souffletier avait aussi un rôle important puisqu'il entretenait les soufflets des hauts fourneaux. Et la petite spécificité que l'on a à Moidon, c'est qu'on avait l'inventeur du soufflet en bois. Alors nous sommes devant l'atelier qui s'appelle la charpenterie. Tous les outils en bois dont on avait besoin, notamment les soufflets, se fabriquaient à l'intérieur de cet atelier. Le maître souffletier, c'était l'ingénieur en chef, on va dire en quelque sorte, de ces forges. Parce que de son travail dépendait la qualité de tous les ateliers, tout simplement. Ici, il y avait beaucoup de rats. Donc, au départ, les côtés du soufflet étaient donc en peau, mais il était toujours à retravailler ces côtés de cuir parce que c'était rongé par les rats. Et il a inventé un système en utilisant ce qu'on appelle le soufflet-cercueil, donc qui était tout en bois. C'est un soufflet avec un coffre en bois supérieur qui était un peu plus grand que le coffre inférieur pour que les deux puissent s'imbriquer. Et le maître souffletier, il s'appelait Guillaume Seigne, il était d'origine suisse. Il avait épousé une fille de Moidon. Et il a inventé ce soufflet. Il a fait fortune ensuite en le commercialisant, puisque d'autres grandes forges de la région ont employé ce soufflet en bois, qui avait l'avantage d'être plus puissant et surtout, il n'y avait plus besoin de changer les peaux du soufflet qui étaient tout le temps mangés par les petites bêtes. Au moins avec le soufflet en bois, on n'avait plus ce problème-là. Alors, est-ce qu'on gagnait bien sa vie à la forge? Compliqué de répondre puisque, suivant les métiers, la paye n'était pas forcément la même. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des écarts très importants entre les gens qui sont au sommet de la pyramide et les gens qui sont vraiment à la base. Donc, il y avait quand même des gens
en bas de la pyramide qui vivaient dans une certaine pauvreté. Alors même s'ils étaient logés en habitant sur place et qu'une partie du mobilier était fournie par l'employeur, certains ne possédaient absolument rien, parce que quand on regarde les inventaires après décès, dans certaines familles, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a une très grande variété en fait, suivant les familles. Alors ici, vous avez la maison des Trébuchets. L'ancêtre de Victor Hugo était maître fondeur ici, et il habitait cette maison. Juste à côté, vous aviez la maison de Parpet. Parpet, lui, était fabricant, il fabriquait les marmites sur le site. Alors, ces maisons, 39 mètres carrés de grandeur, étaient à la disposition des ouvriers qui vivaient, les ouvriers spécialisés. Le mobilier, la vaisselle étaient fournis. Donc, quand ils se déplaçaient souvent d'une forge à une autre, si bien qu'il avait tout sur place, il n'avait pas besoin de transporter tout ce dont il avait besoin pour vivre. Il faut savoir qu'au XVIIIe, XIXe siècle, on ne rentrait dans la maison que pour manger et dormir. Le dimanche est le seul jour de repos, il travaille plus que 8 heures par jour, jusque du lever au coucher du soleil souvent. Et le dimanche, c'est plutôt la fête et on va de cellier en cellier, plus souvent. Sur tous les sites de forge, on trouve une chapelle qui est dédiée à Saint-Éloi parce que c'est le patron des forgerons. Maintenant, les gens de la forge ne sont pas forcément coupés du monde réel. C'est-à-dire qu'ils vont à la chapelle pour prier, mais les baptêmes ont lieu à l'église du village, et quand on regarde les registres paroissiaux, on se rend compte que les enfants des forgerons étaient baptisés à l'église du village avec les autres, donc ce qui témoigne quand même d'une certaine intégration. Le sont-ils tous? Ça, on ne sait pas. Et même chose, quand on regarde les registres paroissiaux pour les mariages, il y a eu des forgerons qui ont servi de témoins pour certains mariages parce qu'ils savaient signer, ce qui témoigne aussi d'une certaine éducation de leur part. Donc ils n'étaient pas forcément coupés du reste de la communauté villageoise. Sur le site, les ouvriers spécialisés étaient logés. Notamment, dans cette petite maison, habitait le renoueur de jambes. Alors, le renoueur de jambes, c'était un ouvrier spécialisé. Il était chargé de remplacer ceux qui ne pouvaient pas travailler. Et en plus, il était rebouteux, tout simplement. On a imaginé une journée type sur cette forge. Donc de tôt le matin, au lever du soleil, on va dire. Les chargeurs commencent à charger les hauts fourneaux. D'ailleurs, les veilleurs, parce qu'il y a des veilleurs, ils vont se coucher. Les chargeurs commencent leur travail. Et donc, ils chargent le minerai qui est entreposé sur la digue, le charbon de bois qui est à l'intérieur de l'âle. Alors, seul le maître fondeur connaît le pourcentage de charbon de bois et le pourcentage de minerai, je ne peux pas vous le dire. Donc c'était des secrets de fabrication qui étaient détenus par le maître des forges. Donc on va remplir le haut fourneau, mais le feu est toujours dedans. Donc pendant ce temps-là, il y a les gens qui travaillent pour la forge, qui peuvent aller au château pour se faire payer également. Donc, et puis le maître des forges vient voir ses ouvriers, on va dire. Quand on a obtenu le fer dans l'atelier de la finerie, on va passer dans la fonderie pour fendre, mettre en morceaux ce fer et le calibrer, on va dire, et qui sera revendu près des forgerons ou expédié sur Nantes pour faire des balcons ou faire des œuvres d'art, en fait. Et le soir, au coucher du soleil, ils rentrent manger la soupe
En 1869, la forge neuve s'arrête de fonctionner. Pour plusieurs raisons. Alors, essentiellement, c'est la question de la rentabilité de l'établissement face aux fers anglais qui sont beaucoup plus... qui sont moins chers tout simplement, et de meilleure qualité que les fers qui étaient produits ici auparavant. Et en 1860, donc quelques années auparavant, Napoléon III avait passé un traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni. Ce qui fait que la compétitivité n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Donc, pour cette raison-là, toutes les forges à bois classiques s'éteignent les unes après les autres. Alors après, il y a d'autres raisons spécifiques à chaque site, mais une des principales raisons, c'est celle-là. Alors après, que deviennent les familles? Certaines familles ont déménagé, sont allées dans d'autres forges qui fonctionnaient encore. D'autres familles se sont reconverties, parce qu'il faut savoir qu'il existait quand même dans les sociétés rurales à l'époque un phénomène de pluriactivité. Comme la forge n'était pas active toute l'année, certaines personnes pouvaient très bien travailler dans le monde rural, agricole, le reste de l'année, quoi. Parce que l'industrie faisait partie du monde rural à cette époque-là. L'industrie n'était pas en ville. Là, on est un site qui est isolé en plein milieu de la campagne. Et le site en lui-même est à vendre et connaît d'autres activités. Par exemple, au début des années 1890, il y a une cidrerie qui s'installe ici, mais ça dure que 3 ans. Ça dure vraiment pas longtemps. Après, il y a une féculerie, donc on avait encouragé des gens à planter des pommes de terre pour en extraire la fécule, et c'était vendu à des industriels nantais qui fabriquaient de la colle. Et cette féculerie, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Frétel, qui l'avait mise en service. Il avait construit une toute petite centrale hydroélectrique avec une roue qui tournait dans le don pour fabriquer l'électricité, pour faire tourner la féculerie, à partir de 1925. Et il y a eu un incendie à la fin de l'année 1931. Il pensait qu'il était bien assuré, en fait non. Et la féculerie est vendue en 1938. Et à partir de ce moment-là, le site est racheté et il y a un camp qui s'installe ici. Alors d'abord un camp de réfugiés espagnols qui fuient la guerre civile, et après il y a les tziganes qui sont enfermés là à partir de 1940, et donc jusqu'en 1942, date à laquelle ils sont transférés vers d'autres camps, notamment dans le Maine-et-Loire et dans la Sarthe, d'où ils ne sont libérés qu'en 1946, donc bien après la libération de la France. Alors les autres bâtiments se sont effondrés au début du XXe siècle, notamment les bâtiments liés à la production. Ils ont disparu les uns après les autres, alors on ne sait pas exactement à quel moment précisément, mais on a des cartes postales du début du siècle où on voit encore des bâtiments, ou des choses qui ont été reconstruites par-dessus, donc ils ont vraiment disparu début XXe siècle. Alors dans les années 1970, ce site tombait en ruine, et le préfet de Loire-Atlantique avait indiqué au maire à l'époque qu'il y avait possibilité d'accorder des subventions pour préserver le patrimoine. Alors notamment cette charpente là qui avait souffert, qui était dans un sale état, et datait de la construction du bâtiment en 1787. Et ce qui s'est passé, c'est que la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, a entrepris tout un travail sur les forges du pays de Châteaubriand, ce qui a donné lieu à une publication, Cahier de l'inventaire. Et on a choisi ce site pour implanter ce qui s'appelait à l'époque une maison de pays, ce qu'on a appelé après l'écomusée des forges, mais c'était la maison de pays au début, avec une exposition tirée de ce livre. Et ce qui est devenu le musée ensuite a été inauguré en décembre 1984.